Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 15 novembre. Au sommaire aujourd'hui, retour sur le conseil communal de Nyon avec cette annonce tout d'abord. Dans un communiqué, Elise Buckel et la municipalité ont annoncé avoir trouvé un accord. L'élu vert terminera son mandat le 31 décembre. On y revient notamment en donnant la parole à l'issue de la séance avec les conseillers communaux. Ensuite, on reçoit sur le plateau Mario Charles Pertusio, élu tacitement à la municipalité d'Aisin. Cet ancien syndic est à nouveau en course pour la syndicature et face au candidat et vice-syndic Raoul Sanchez. Nous recevons aujourd'hui Mario Charles Pertusio qui est en coulisses en ce moment. Bonjour et bienvenue à vous. Ensuite, en culture, on retourne à nos premières amours avec l'adolescence et un festival intitulé Smells Like Teen Spirit qui aura lieu le samedi 19 novembre à l'usine à gaz. Ça s'appelle Smells Like Teen Spirit et on en parle avec nos chers invités qui sont également en coulisses, Cédric JJ et Marianne Aguado. Bienvenue sur ce plateau. De ton côté, Alexandre, où es-tu aujourd'hui? Que fais-tu? Salut Andrea. Eh bien, savais-tu qu'on pouvait cultiver des agrumes juste à côté de chez toi? Chez moi. Et qu'est-ce qu'on en fait? Du limoncello? Ouais, plein de choses. On peut déjà les manger, les agrumes. Regarde, moi j'ai été très étonné. Je suis en fait à Borey. Je te le dis, c'est la ferme aux agrumes de Niels Rodin que je vais visiter. Regarde, des oranges qui poussent en extérieur, en Suisse, ici, dans le district de Nyon. Je suis très étonné. Du coup, j'ai envie de visiter. Et ben, voilà, à la fois c'est toutes ces cultures extérieures et puis ces serres magnifiques. Il y a plus de 200 produits, 200 espèces d'agrumes ici qu'on va visiter. Donc, je ne t'en dis pas plus. Je vais te faire découvrir plein de choses que tu ne connais pas encore et qui se cultivent ici, chez nous. On se réjouit, Alexandre. C'est vrai qu'avec ce ciel gris, on a du mal à y croire, hein. Bon, on va visiter tout ça ensemble. À tout à l'heure. Lundi soir, à Nyon, un communiqué signé par Elise Buckel et la municipalité a annoncé que l'élu vert terminera son mandat le 31 décembre. Le président du conseil en a fait une lecture au mot et à la virgule près, puisque le texte permettrait, je cite, de retrouver la paix et la sérénité. Il précise que les deux camps retirent leurs recours respectifs. Par gain de paix, toujours, la municipalité a également accepté de retirer du site internet de la ville de Nyon les différents communiqués de presse relatifs aux événements survenus depuis le 17 décembre. Florian Cavalieri a donné la parole aux conseillers communaux en direct sur notre page Facebook et à l'issue de cette séance. Et là, je fais appel à l'avocat, retirer tous les communiqués relatifs à cette affaire. Comment vous trouvez cette situation ? Vous me mettez face à des questions qui sont compliquées. En tant que président du conseil, comme vous le savez, j'ai un devoir de réserve par rapport aux sujets communaux, ce d'autant plus pour ce sujet-là en particulier. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose que l'on voit, on va dire, de manière habituelle, mais la situation est aussi relativement inhabituelle. Qu'est-ce que vous pensez de ce communiqué de presse qui a été lu par le président du conseil ? Je pense que maintenant, c'est dans les mains de la municipalité, tout ça, puis ça va avancer. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. C'est la fin de la crise ? Crise ou pas crise, ma foi, on verra bien, puis après on agira à conséquence. C'est très bien, je pense que la situation était déjà assez claire avant. Madame Buckel a démissionné, tout aurait dû aller bien et puis on a remis un petit peu d'huile sur le feu. Maintenant j'espère que ça va être clair et puis que les bouillonnements vont cesser. Enfin la fin de la crise ? Oui, je pense, enfin, fin de la crise, oui. On déplore cette situation, mais quelque part, on arrive à une finalité. Dommage pour tout le monde, mais j'espère qu'on va pouvoir avancer et aller de l'avant. Il est temps qu'on tourne la page. Je suis content que la municipalité a pu trouver une solution avec Elise Buckel et qu'aujourd'hui on puisse voir l'avenir sereinement. On a d'autres soucis à régler au sein de la ville et cet épisode, je crois qu'il faut maintenant qu'on puisse définitivement tirer un trait et dire voilà, c'est fait, on passe à autre chose. Très bien, je crois que c'est bien pour tout le monde. Pour les deux parties, c'est une bonne solution. Je vous propose d'aller voir la COGES, les deux co-présidents de la COGES. Alors, la COGES aujourd'hui a tout un travail à faire, notamment dans le droit de regard qu'elle a par rapport à certains documents qui ont été réalisés au cours de l'exercice 2022. Mais ça sera fait en cours de 2023, donc on vous reviendra. Ce qu'on a proposé, c'est les différentes démarches qu'on a entreprises et puis les documents qu'on aura donc à disposition pour pouvoir corroborer les dires et pour voir justement si les actions de la municipalité reflètent bien avec les documents qui ont été écrits
auquel nous aurons à disposition. On a eu un droit de regard sur ce rapport Muller. Il y a eu des apprentissages qui ont été tirés de cette situation. Et aujourd'hui, ce qu'on propose justement, et c'était l'objet de notre intervention, c'est qu'on tire des enseignements de ce qui a été fait en 2021 pour restituer des éléments plus concrets dans le cadre de l'exercice 2022-2023 pour donner un semblant d'éléments plus ou moins concrets au Conseil. Donc les informations confidentielles, on ne pourra jamais les révéler, donc ça c'est clair. Ce qu'on pourra faire, c'est tout simplement de voir si les dires donc, de la municipalité, les actions de la municipalité entreprises en 2022 reflètent bien les recommandations et les conclusions du rapport Muller. Et ce matin, on apprenait que suite au retrait de ces recours qui ont eu pour effet de mettre un terme à la procédure, le Conseil d'État a levé la suspension de l'élu municipal nyonnaise prononcée par l'exécutif cantonal en février dernier. À noter que le premier tour de l'élection complémentaire est agendé au 5 février. Le 5 février, une date qui sera aussi importante pour Aisin, où 2 hommes sont en lice pour la syndicature. Nous recevons aujourd'hui Mario-Charles Pertusio. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes ancien syndic et député. Vous occupez le siège à l'exécutif de votre commune, vacant depuis la démission de Jean-Luc Haldiman le 21 septembre dernier. Mario-Charles Pertusio, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Déjà, félicitations. Vous avez été élu tacitement et assermenté à la fin du mois d'octobre. Vous avez vécu votre première séance de municipalité le 7. Quel effet ça fait de revenir aux affaires politiques ? C'est un plaisir, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'expérience aidant, je fais de la politique depuis de nombreuses années et c'est vrai que ce n'était pas du tout prévu comme ça, puisqu'on ne pouvait pas imaginer et prévoir que notre ancien syndic, M. Haldiman, allait démissionner. Donc les choses se sont mises en place de manière tout à fait fortuite et j'en suis heureux. Et je me réjouis d'ores et déjà de travailler avec mes 4 collègues. Ouais. Si aujourd'hui on souhaite savoir quel effet ça fait, ce retour aux affaires politiques, c'est parce que c'est aussi un parcours de vie, votre combat contre le cancer. Aujourd'hui, quel message est-ce que vous voulez faire passer avec finalement votre retour aux affaires politiques ? C'est qu'il y a toujours une suite dans la vie, c'est-à-dire que voilà, j'ai la chance d'avoir pu survivre, j'ai survécu à ce type de cancer. Je suis ni le premier ni le dernier, femme, homme, enfant, à avoir ce chemin de vie qui n'était pas prévu. Mais je vois à quel prix, disons, j'ai la chance d'être encore là et donc de pouvoir profiter de la vie et accessoirement de pouvoir amener une certaine expérience, aussi au travers de ce cancer, mais une expérience politique au fil des nombreuses années où j'ai œuvré pour la commune, pour la région et également pour le canton, vous l'avez évoqué. Alors on va revenir un petit peu sur votre parcours, c'est vrai qu'il est riche, vous avez été syndic d'Aisin de 1997 à 2006, corrigez-moi si je dis une bêtise, vous avez ensuite tenté 2 fois votre chance au Conseil d'État, vous êtes un fidèle membre du PTC, devenu aujourd'hui le centre et député au Grand Conseil de 2007 à 2012 et petite anecdote très sympa, vous êtes la voix de la grande scène du Paléo Festival, ça donne quoi ? J'ai été. Vous avez été, c'est vrai. J'ai été, je ne suis plus. Ouais, comment est-ce qu'on annonce une grande rockstar ? C'est surtout un plaisir de rencontrer des gens et on se rend compte effectivement, j'ai eu cette chance-là, Paléo m'a offert cette chance-là effectivement de rencontrer, de discuter quelques minutes, lors des soundchecks et autres, de voir des artistes assez incroyables. J'ai eu la chance de présenter Charles Aznavour, Charles Trenet. Pour les plus vieux d'entre nous, ils se rappelleront de ces chanteurs-là et plein d'autres. Donc c'est vrai que c'était un bonheur. Maintenant, quand à parler devant 20 000 personnes, ou à l'époque, sous le grand chapiteau, devant 8 000 personnes, l'essentiel étant de ne pas dire n'importe quoi, comme en politique finalement. Ouais, pas dire n'importe quoi, je sais que vous attachez une grande importance aux mots. Et c'est d'ailleurs très joli puisque quand vous vous êtes présenté, notamment pour ce rôle déjà de municipal d'abord, vous avez écrit une lettre à la préfète à la main. Qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre ? À la préfète, j'ai eu envie, c'était pas à elle, la lettre était adressée à mes collègues municipaux lundi dernier. Je me suis permis en préambule, au début de la séance, de leur lire cette lettre qui disait simplement que j'avais envie de mettre à leur disposition, de venir avec mon expérience, mon passé, ce que j'ai fait bien et moins bien peut-être, je n'ai pas toujours fait juste, mais j'ai eu la chance effectivement d'être 2 fois syndic, 2 législatures, et d'avoir des vice-syndics, des collègues municipaux, de beaucoup apprendre. Je souhaite amener cette expérience au sein du collège municipal à Aisin. Oui, apporter de l'expérience, est-ce que c'est un petit tacle à vos collègues aujourd'hui en disant moi j'ai de l'expérience et pas vous ? Pas le moins du monde, parce qu'aujourd'hui plus que jamais, après ces 2 ans entre guillemets on va dire de pandémie, il y a une chose qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'aujourd'hui, il me semble qu'on n'est rien sans les autres. Donc, une municipalité, c'est 5 personnes. Effectivement, il y a un syndic, en l'occurrence, ce sera 1 et pas 1, puisqu'il n'y a pas de candidate féminine. Vous trouvez ça dommage ?
Homme-femme, vous savez, cette époque, je pense que la bonne personne, j'ai 2 collègues, j'apprends à les connaître, j'ai 2 collègues qui sont des collègues municipales et qui sont de bonnes municipales sur une séance, enfin 2 séances, puisqu'hier soir c'était ma 2e séance dans laquelle on a distribué les dicastères. Donc, homme-femme, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir la bonne personne au bon poste. Alors vous allez nous expliquer pourquoi vous serez à la bonne personne à ce poste de syndic. Ézin, une commune de 1737 habitants environ. En quoi vous ferez 1768, pardon. 1768, voilà, on a le chiffre, le bon mot. Il est juste, il est pour vous, je vous l'accorde. Mais en quoi est-ce que vous ferez un bon syndic, et peut-être à titre de comparaison par rapport à M. Raoul Sanchez ? Je pense que je jouis d'une expérience, j'ai eu cette expérience d'avoir au fil des ans des gens, des municipaux, des collègues municipaux de toute formation, des gens différents. Et ces gens différents, c'est ce qui fait, me semble-t-il, la richesse d'une municipalité. Aujourd'hui, force est de constater, le plus ancien est M. Sanchez, qui est aujourd'hui vice-syndic, de par le fait que M. Aldiman a démissionné avec effet immédiat. Et j'ai la chance d'avoir 3 collègues qui sont effectivement des collègues nouveaux. Alors, c'est toujours bien de pouvoir leur amener, s'il y a des questions ou autres, une certaine expérience, certaines réponses, pour l'avoir vécu, pour avoir été syndic, et municipal aussi une année avant. On va profiter justement de votre expertise et de votre expérience. J'imagine que vous avez lu avec attention le programme de législature qui a été fait par Ézin. C'est quoi les gros enjeux pour votre commune finalement, pour cette législature ? C'est continuer. On a par exemple, déjà nos prédécesseurs ont mis en place beaucoup de choses au niveau de l'intercommunalité et c'est de pouvoir continuer à travailler ensemble en bonne intelligence parce qu'il y aura des projets. On parle par exemple, il semblerait que Gingin a des problèmes, semble-t-il, je n'ai pas encore rencontré mes collègues de Gingin, mais en tant que municipal, mais Gingin a une problématique par exemple les terrains de football. Souvenez-vous, il y a quelques années, une municipalité antérieure avait proposé une fusion de communes. Pour rappel, Chézeray, Gingin et la RIP n'ont pas souhaité fusionner. Il n'en demeure pas moins que dans d'autres domaines, nous travaillons ensemble. Donc, un projet de fusion qui est d'ailleurs de nouveau dans les dires et qui devrait se faire. Ézin pourrait y participer ? Enfin, à titre personnel, 1/5, parce que je ne peux parler que pour le rôle qu'est le mien de municipal, 1/5 de la municipalité, oui, je pense que c'est quelque chose. On n'est jamais plus fort qu'en étant ensemble. Le moi-nous est plus puissant que moi-je. Moi-je dans ma commune, c'est pas très porteur. Je pense qu'on est plus fort en étant ensemble. Marius-Charles Pertuzio, l'intercommunalité, ça c'est quelque chose, en tout cas l'union qui fait aussi votre patte. On sait que vous n'avez jamais quitté le conseil régional. Mais aujourd'hui, est-ce que Ézin ne devrait pas trouver aujourd'hui sa touche à elle et sa propre identité ? Ça passerait par quoi ? On est Ézin, on restera Ézin, c'est-à-dire qu'on n'est pas un quartier de Nyon, il n'en déplaise à certains. Identité, on a l'identité d'un village de 1768 habitants et avec des sociétés locales qui sont vivantes, avec des sociétés sportives, locales sportives, sociétés de développement et autres. Je veux dire, c'est pas mal de gens, si on croit, on est la commune qui a le plus grand nombre d'habitants. Le but n'est pas de devenir l'équivalent de Prangin, mais si on se rappelle à l'époque, quand on a signé une espèce d'accord, le schéma directeur de l'agglomération nyonnaise qui comportait Ézin, respectivement Nyon et Prangin, bien, on parlait de RDU, on parlait de pas mal de choses. Ce schéma directeur de l'agglomération nyonnaise, aujourd'hui, permet à Ézin de croître un petit peu, mais dans des proportions assez comparables à Prangin. Au-delà de Prangin, le but n'est pas de devenir la plus grande des communes, en tout cas en ce qui me concerne. En tout cas, c'est vrai que la croissance, elle est assez fulgurante, 16% de 2014 à 2019, donc on voit là les chiffres. Police Nyon Région, est-ce que ça vous tenterait de le rejoindre ? Non. Pourquoi ? Puisque j'ai toujours été un ardent défenseur, lorsque j'étais député également, membre du comité, par rapport à une police unifiée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que la gendarmerie vaudoise sert une population qui est la nôtre, avec compétence et un prix qui est juste. Oui. Bon, pour terminer sur vous et votre parcours, je crois que vous avez réparti les dicastères. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez repris ? Alors, j'ai repris l'urbanisme, la voirie, l'urbanisme de par le fait que j'avais une formation à l'époque de dessinateur géomètre, donc, et puis je me suis beaucoup occupé de ça au niveau du conseil régional qui est devenu Région de Nyon, bien évidemment. Et la voirie, donc le personnel de voirie, les espaces verts et le service du feu, et ainsi qu'on a un deuxième siège au CODIR, le comité de direction du service intercommunal des eaux Grand Chézeray Ézin.
Ouais, et s'il y avait un projet que vous souhaitez amener, ça serait lequel? Je sais, vous m'avez dit en préparant cette interview que vous souhaitez par exemple avoir un tournus dans la vice-syndicature, mais autre chose peut-être, Oui, ou qui concernerait ces le tournus de la vice-syndicature, beaucoup de communes le font, Founet le fait, Chaiseray, pour parler de Assez-Boiron par exemple, le fait aussi. Je pense que c'est très important. Patrick Barras, je crois qu'il est vice-syndic cette année. Enfin, ça permet effectivement aussi une meilleure formation, parce qu'un seul et unique vice-syndic, on a repris ça depuis très longtemps à Aisin. Peut-être qu'il est temps effectivement de changer. Ça permet une meilleure compréhension, formation, en l'absence du syndic, d'avoir un vice-syndic. Et pour le personnel communal aussi, c'est important. Qui fait quoi, à quel moment. Mais c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire peut-être de la politique aujourd'hui? On sait qu'aujourd'hui, il y a peut-être du mal à trouver des nouveaux candidats dans certaines régions, dans certaines communes, qu'aujourd'hui, il y a peut-être un manque d'expertise, si on va l'appeler comme ça. Ça dit quoi du monde politique aujourd'hui? Qui ne donne pas vraiment envie? C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on est justement dans le moi-je, c'est-à-dire que les citoyens, c'est moi j'estime que, moi je pense que. C'est compliqué parce qu'on est soumis toutes les semaines à effectivement des problématiques liées à moi je pense qu'une voiture passe trop vite devant chez moi. Et nous avons à charge, mes collègues et moi, de penser plutôt sur l'ensemble du territoire de la commune d'Aisin. Donc c'est quelquefois un peu compliqué à expliquer, d'essayer de faire en sorte qu'on travaille pas que pour un endroit ou que pour une zone du village, mais pour l'ensemble, entre guillemets, des citoyennes et des citoyens d'Aisin. Ouais. Mario-Charles Pertuzio, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne chance pour ce poste de syndic. On recevra également sur ce plateau Raoul Sanchez. En tout cas, il est invité. Bonne chance à vous deux. Rendez-vous donc le 5 février pour le premier tour et le résultat de ces élections. Très belle journée à vous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Alexandre, on retourne à toi. Alors, dis-nous tout. T'as pu presser tes citrons, tes oranges? On va voir justement ce que cultive cette ferme aux agrumes à Boré. Alors, c'est la ferme de Niels Rodin, mais qui avait un rendez-vous aujourd'hui et donc du coup qui a confié la tâche de me faire visiter cette ferme à Gwenaël Lucas. Bonjour. Bonjour. Alors Gwenaël, vous êtes le responsable des cultures ici à cette ferme aux agrumes. Alors qu'est-ce qu'on cultive sous cette grande serre? Alors on a 200 variétés d'agrumes au total, donc notamment les kumbava, qu'on connaît par la cuisine thaïlandaise. Les citrons caviar qui sont originaires d'Australie. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas que des citrons et des oranges, il y a vraiment des variétés très spécifiques qui viennent de partout dans le monde? Oui. D'accord. De partout, dans un cercle, plus ou moins. Ouais, d'accord. Sous une certaine latitude. D'accord. Voilà. Et comment c'est possible de cultiver des agrumes? Parce qu'on a l'habitude, les agrumes, on se dit, c'est plutôt dans les pays chauds qu'on les cultive. Mais là, vous, en Suisse, sur la côte, dans le district de Nyon, vous y arrivez? Alors, on y arrive notamment par une technique qui a été mise en place par Niels, ici, qui a fait beaucoup de sélections grâce à du greffage. Donc, on a greffé les arbres sur un Poncirus trifoliata qui nous permet d'avoir une meilleure résistance au froid. Ok, et c'est-à-dire que sous cette serre, il fait combien de degrés supplémentaires? Alors, on gagne à peu près en hiver environ 5 degrés de plus parce qu'on chauffe très, très, très peu les serres. D'accord. On parlera justement de votre manière de chauffer parce qu'il me semble qu'il y a une petite révolution écologique et économique justement dans votre système de chauffage. Mais moi, j'aimerais comprendre comment c'est possible de cultiver des agrumes en Suisse, qui n'est pas un pays chaud dans notre région. Justement, par toutes ces techniques agronomiques, avec le greffage, le fait d'avoir une serre aussi pour certaines variétés, et on y arrive aussi en extérieur pour des variétés qui sont plus rustiques, notamment comme le yuzu. D'accord, alors et là c'est quoi? C'est de la main de Bouddha? C'est de la main de Bouddha, oui. D'accord, ça vient d'où la main de Bouddha originairement? La main de Bouddha, elle vient de région Iran et Asie. D'accord. Bon alors, là vous avez combien d'hectares justement qui sont attribués à cultiver des agrumes? Alors on a en serre 3800 mètres carrés. Et au total, l'exploitation fait 1,5 hectare. D'accord. Et vous vous adressez à... Alors, je m'avance un petit peu. D'ailleurs, les branches piquent, voilà, du yuzu. Alors, on peut voir le yuzu ici? Oui. C'est ça? C'est comme un... Et ils sont presque prêts, là? Oui, là, ils sont mûrs. D'accord. On est en pleine saison. En pleine saison. Ce sont qui vos clients, les consommateurs de ces agrumes suisses? Alors, il y a beaucoup de restaurateurs, évidemment, et quelques clients épicerie et aussi des clients privés qui peuvent commander via notre site.
D'accord. Donc, vous développez des agrumes pour la consommation, mais il me semble que vous faites plein d'autres choses. Je crois qu'on peut faire aussi de l'alcool, du thé. Alors oui, on a développé une gamme de tisanes, on a aussi une gamme d'alcool avec des liqueurs de yuzu, mandarine, on a aussi un gin. D'accord. On a développé à base qui a une base justement de yuzu. D'accord. Alors, vous allez me montrer comment ça se passe, la greffe, justement. On va se diriger ici. Mais alors, ces agrumes, j'ai envie de vous taquiner un petit peu, Gwenaëlle. Est-ce qu'ils ont vraiment la même saveur? Par exemple, un citron qui est cultivé ici, est-ce qu'il a vraiment la même saveur qu'un citron qui viendrait de la côte amalfitaine en Italie? Alors oui, parce qu'on arrive avec les techniques agronomiques à développer les mêmes arômes qu'on pourra avoir justement sur la côte amalfitaine. D'accord. Après, certaines variétés sont plus adaptées à la côte amalfitaine. C'est aussi pour ça qu'on ne les a pas forcément. D'accord. Alors, allez-y, je vous suis. Vous allez me montrer un petit peu comment ça marche. Moi, je me pose aussi une question, c'est avec le réchauffement climatique en ce moment. C'est vrai, avec les températures qui haussent en Suisse. Est-ce que finalement, ce ne serait pas bénéfique pour la ferme aux agrumes? Alors bien sûr, parce qu'en fait, nous, ce qu'on essaye de mettre en place ici, c'est des cultures qui pourront être développées demain. D'accord. Donc actuellement, on a beaucoup d'agrumes sous serre. On en développe pour l'instant peu en comparaison de ce qu'on a en variété à l'extérieur. Ouais. Mais via le réchauffement climatique, il est fort possible qu'il y ait d'autres variétés qui seront adaptables plus tard en extérieur. D'accord. Alors, comment ça se passe, le système, justement, pour faire pousser des agrumes ici dans le district de Nyon? Gwenaëlle, montrez-moi un peu. Et bien justement, là, on fait du greffage sur le Poncierus trifoliata, qui est un agrume rustique qui peut résister à -15. D'accord. Et c'est où, par exemple? Parce que vous m'avez montré tout à l'heure, je crois que là-bas, on peut voir comment ça se passe, la greffe. Alors, je vous suis. Alors justement, là, c'est le porte-greffe, donc c'est le fameux Poncierus trifoliata sur lequel sont greffés tous nos agrumes. Ouais. En fait, on va le couper et on va souder, entre guillemets, la variété sur le porte-greffe. D'accord. Et ensuite, donc, là, c'est ici, justement, qu'il y a vraiment toutes ces jeunes pousses, et après, elles sont mises sous serre, c'est ça? Exactement. Comme on peut voir, tous ces arbres, ils ont été greffés sur le fameux Poncierus trifoliata. D'accord. Alors, je vous suis, on va ressortir, et puis en même temps, je vais vous poser des questions, c'est vrai, sur ces agrumes. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 200 variétés d'agrumes cultivées ici? Pourquoi vous en avez autant? Nous, on a aussi pour but de faire de la recherche et du développement sur le site pour pouvoir développer, justement, avoir la connaissance nécessaire pour pouvoir le développer à plus grande échelle, et pas forcément chez nous. C'est quoi ici? Alors ça, c'est de la bergamote. D'accord. Bergamote qu'on retrouve dans le thé. Dans le thé, le Earl Grey, ouais. Ok. Et donc, on a, c'est vrai, on a ces feuilles. Et là aussi, oui, donc il y a les agrumes, mais il y a aussi les feuilles des plantes. Alors oui, parce que dans notre gamme de tisane, on utilise justement les feuilles d'agrumes et la bergamote qui est utilisée justement dans le thé. La feuille qui est utilisée dans le fameux Earl Grey. D'accord. Alors, je vais juste tourner la caméra. Voilà, Gwenaëlle, on va ressortir. Je ressors de cette serre. Alors, il y a combien de serres ici, justement, qui servent aux cultures? Alors, on a 5 serres au total, et ça nous fait 3800 mètres carrés de serre au total. 3800 mètres carrés, voilà. Tu as visité une seule partie, Andrea, de ces fameux agrumes cultivés ici. C'est quoi qui vous plaît, vous, là-dedans? Parce que j'imagine que c'est un sacré challenge de cultiver des agrumes en Suisse. Alors oui, quand on m'a dit il va falloir cultiver des agrumes en Suisse, je me suis un petit peu gratté la tête, mais bon, avec un peu de technique, du bon sens, on arrive à tout, je pense. D'accord. Et un peu de folie aussi. Ok. et un peu de folie aussi. Et puis un système de chauffage particulier. Gwenaëlle, on va marquer une petite pause culture avec Andrea. Vous restez avec moi et après vous me montrez justement comment ça marche en termes d'énergie pour chauffer ces serres. Est-ce qu'elles ont vraiment besoin d'être chauffées? À tout à l'heure, Andrea. À tout à l'heure, Alexandre, avec un petit peu de folie, on l'aura compris. On passe à la culture, on se met tout de suite dans l'ambiance. Chers invités, je vous en prie, venez me rejoindre. Cédric JJ, Marianne Aguado, bienvenue sur ce plateau. Vous nous présentez Smells Like Teen Spirit, un festival qui aura lieu pour les ados et les jeunes adultes le 19 novembre à l'usine à gaz. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. On se met dans l'ambiance avec un peu de musique et quelques images, ça vous va? Volontiers. Allez, c'est parti.
Santos. Un festival qui met à l'honneur les adolescents, la jeunesse et qui s'intéresse à des thématiques comme le harcèlement ou la drague. On a l'impression qu'on passe de la haine à l'amour. Est-ce que c'est ça ? Il y a tout un spectre d'autres sentiments entre la haine et l'amour, mais et la haine et ouais, l'amour, mais on verra plein d'autres sentiments dans tous ces spectacles qui seront présentés samedi. Ouais, c'est 3 spectacles à découvrir. L'objectif, notamment avec le premier, qui est organisé par le collectif Sur un malentendu, c'est une conférence-spectacle où vous parlez du harcèlement scolaire. Qu'est-ce que vous avez voulu en faire, Cédric ? Qu'est-ce qu'on a voulu en faire ? On a voulu s'intéresser à un phénomène qu'on a aussi traversé en étant plus jeune et qui est un phénomène qui actuellement, enfin non pas actuellement en fait, qui traverse les époques et qui prend de plus en plus d'ampleur. Et on a voulu avec cette conférence-là donner aussi, enfin s'intéresser au phénomène en disant qu'il y avait des possibilités de changement et des portes de sortie aussi en fait. Ouais, une conférence-spectacle, pourquoi ? Ça doit passer par le corps, c'est ça ? Une conférence-spectacle parce que on peut avoir un rapport plus direct en fait aux adolescents et pas être moins loin par la fiction. On s'adresse directement à eux. Eux, il y a pas de lumière, enfin il n'y a pas de lumière de théâtre. Là, on peut voir les ados, ils peuvent nous voir et ça donne un rapport plus direct qui est assez important en fait. Ouais, Marianne, c'est vrai que c'est un spectacle conférence qui est intéressant et puis vous faites appel à plusieurs personnes qui vont vous rejoindre. Alors il y a notamment le Conseil des jeunes de Nyon, David Rochat qui est psychologue et responsable du service psychologie notamment à Nyon, Olivier Riss, adjudant-chef de l'unité prévention et proximité de police Nyon Région, Raphaël Weisskopf, président de l'association des parents d'élèves Nyon-Prangin, le collectif. Pourquoi avoir réuni tous ces acteurs qui sont finalement et qui ont des métiers, des corps de métiers très différents ? Alors nous, on est le collectif Sur un malentendu qui faisons ce spectacle-là et on le tourne dans les écoles. On va dans les écoles, on se déplace et ils voient le spectacle dans leurs établissements. Et on a toujours un moment après le spectacle avec les élèves pour discuter de ce qu'ils viennent de voir. Alors ça peut être des réactions, des questions. Il y a toujours un moment d'échange entre les artistes et les élèves. Et aussi, c'est le moment où on présente un peu les référents, les personnes de confiance à qui ils peuvent s'adresser s'ils rencontrent des problèmes, juste pour les identifier physiquement, parce que parfois, ils ne savent même pas qui est la personne de confiance dans leur établissement. On a toujours ce moment dans les écoles et c'était assez important de le refaire au théâtre, avec en plus des personnes qui sont expertes dans la prise en charge des jeunes et qui peuvent apporter, en plus avec les adultes qui viendront voir le spectacle, des clés de compréhension sur le spectacle qu'ils viennent de voir, aussi bien de manière artistique que psychologique ou plus de détails. Ouais, Cédric, j'imagine que c'est des rencontres assez riches, émouvantes. Il y a peut-être des histoires qui vous ont marqué au fur et à mesure de ces rencontres avec les élèves. Qu'est-ce qui vous touche dans ces rencontres-là ? Qu'est-ce qui me touche ? Disons que c'est la générosité avec laquelle il l'aborde, parce qu'on pourrait se dire que dans ce cadre-là, et après avoir vu une pièce qui est dure, mais pas seulement, mais quand même, et ils se livrent souvent en se posant des questions. Les questions, ils essayent aussi souvent de nous remercier. Aussi, de dire aussi, de partager leur expérience ou pas. Et en fait, ils sont tellement attentifs que nous, à chaque fois, on en apprend un peu plus aussi sur le spectacle et sur la manière de présenter le spectacle et de leur parler aussi, en fait. Ouais. HS, un spectacle qui est donc à voir dès 13h le 19 à l'usine à gaz. Ensuite, L'Idiote à 19h30, un second spectacle donc, qui s'adapte et qui s'intéresse au thème de la drague. Comment est-ce qu'on s'y fait ou pas ? Happy Hype, collectif Ouinch qui a lieu à 21h30. Vous avez vu les 2 autres spectacles ? Vous en pensez quoi ? On va les découvrir. Nous, on passe en premier et après, on regarde. On donne la scène aux autres. Voilà, qui fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. On se réjouit de vous voir le samedi 19 novembre à l'usine à gaz. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Alexandre, on retourne à toi. Oui, alors Gwenaëlle, Lucas, c'est vrai qu'on a vu les cultures sous serre, donc on a bien compris. Il y avait un peu de chauffage, on va en parler, mais la serre parfois suffit justement à elle seule à cultiver les agrumes. Mais alors, en extérieur, on avait des oranges avant, en plein mois de novembre. Oui. Comment ça se fait ? C'est des oranges russes. Ouais. Donc elles sont habituées à avoir des climats froids. D'accord. Tout simplement.
Donc, vous sélectionnez aussi certains agrumes qui permettent justement de s'adapter aux températures, Tout à fait, ouais. températures chez nous. C'est notre but, notamment aussi avec le yuzu, qu'on a réussi à adapter en extérieur. D'accord, parce que le yuzu, finalement, c'est vrai, on pourrait se dire climat tropical, mais non, en fait. Non, pas du yuzu, tout, c'est un agrume japonais qui pousse dans des latitudes assez froides, mine de rien. Ouais. Donc, on a réussi à le développer dans nos conditions ici. Ouais. Avec justement ce fameux porte-greffes. Ouais. Alors là, on n'a pas vu, on est au mois de novembre, mais on n'a pas vu beaucoup de fruits. On a vu quelques oranges, des yuzu, des mains de Bouddha. Mais comment ça se passe tout au long de l'année, la ferme aux agrumes? Donc en gros, vous plantez à quelle saison? Vous récoltez à quelle saison? Alors, on va planter plutôt au printemps pour éviter les gros gels sur les nouvelles plantes. Après, on a tout le travail de culture, la floraison qui va arriver en février-mars. Ouais. Et après, c'est tout le travail de culture, de l'entretien de la plante, du fruit, jusqu'à arriver à la maturité, là maintenant, au mois d'octobre-novembre. D'accord. Et alors, regarde, Andrea, la nouveauté de cette ferme aux agrumes, je me tourne ici, Gwenaël. Alors, ce qu'on voit derrière nous, eh bien, c'est ça, la grande nouveauté de cette ferme aux agrumes, c'est un chauffage. Vous allez me dire, parce que j'y connais rien, mais en gros, chauffage écologique. Exactement, on a décidé d'être autonome en énergie. Donc, c'est un gros défi. C'est pour ça qu'on a utilisé justement tous ces panneaux thermiques qui permettent de chauffer de l'eau avec le grand ballon qu'on peut voir au fond. Et ça, c'est ce qui nous permet de chauffer à la fois tous nos bâtiments et toutes nos serres. D'accord. Et il y a des panneaux solaires aussi de l'autre côté, je crois qu'on voit pas. On a des panneaux solaires qui, là, on a 2 fois notre autonomie en électricité. Mais alors, c'est vrai, comment ça se fait? On a du mal quand même à imaginer que pour produire des agrumes qui sont cultivés plutôt dans les pays chauds, finalement, vous arrivez avec le soleil qu'il y a en Suisse à être autosuffisant en énergie. Ah, c'est possible, la preuve, on y arrive. Et c'est aussi c'est le cumul de toutes ces connaissances. Enfin, évidemment, ça, c'est pas nos connaissances, c'est des entreprises qui l'ont fait pour nous. Ouais. Mais nos connaissances agronomiques et les systèmes actuels d'énergie nous permettent de pouvoir produire des agrumes en Suisse sous serre. Parce que vous ne chauffez pas beaucoup les serres, il me semble. Ah non, très peu, justement. Mais c'est dû à nos techniques agronomiques qui nous permettent d'avoir des arbres qui résistent à des températures de moins 10 degrés. Ouais. Donc vous chauffez à quel moment? Quand vraiment c'est des périodes très froides et qu'il faut éviter le gel, hein, c'est ça? Exactement. On a un peu les mêmes problèmes que tous les agriculteurs de la région. Hein. Ouais. C'est-à-dire notre plus gros problème, c'est le gel sur fleurs. Donc c'est à ce moment-là où on va utiliser principalement le chauffage. D'accord. Et cette installation, on imagine que ça coûte cher. Ça a coûté combien à installer tout ça? Alors la totalité des travaux, parce qu'on a aussi rénové nos bâtiments en même temps, etc. Donc on monte à 1,5 million. D'accord, 1,5 million. Financement privé, c'est ça? Oui, grâce à différents entrepreneurs, notamment Marco Simeoni, et avec des bons partenariats extérieurs. D'accord, donc d'autres entreprises qui croient à ce projet Exactement. de la ferme aux agrumes, donc toute l'année, qui permet d'avoir des citrons. Et oui, c'est vrai, on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que vous travaillez en biodynamie aussi, donc tout est bio ici, c'est ça? Exactement. Ouais. Oui, parce qu'on s'est dit on va se rajouter une petite difficulté, mais ça change quoi aussi, en fait? Mais c'est aussi une vision globale. Disons, si c'est pour faire des agrumes en Suisse pour qu'ils soient bourrés de traitements chimiques, ça nous intéresse pas. Ouais. Le but de faire des agrumes en Suisse, c'est d'avoir la proximité du produit, donc d'avoir aussi un moins gros impact écologique. Ouais. Donc ça a du sens de vouloir les faire de manière biologique. Effectivement, voilà cette ferme aux agrumes de Niels Rodin, donc à Borey. Gwenaël Lucas, je rappelle que vous êtes le responsable des cultures. Merci beaucoup pour cette visite. Merci à vous. Et puis du coup, bonne culture alors. Merci. Voilà Andrea, je vais aller voir un peu ce qui est prêt. Je crois qu'il y avait des oranges amères et du coup je vais essayer d'aller goûter les oranges de Russie. Ça m'intrigue. Ouais, je sais pourquoi tu as choisi les oranges de Russie. C'est une petite dédicace à notre réalisateur. Bon, en tout cas, ces oranges et ces citrons, ils t'ont passionné aujourd'hui, Alexandre. Moi, j'ai eu plaisir à voir que tu es passé de la tisane au gin. Et que dire, santé. Santé à vous aussi à la maison. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. À demain.